Je suis un rescapé du tremblement de terre qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010. Donc, moi, j'ai été sous les décombres. J'étais dans un bâtiment qui est effondré et je suis resté pris plus de 6 à 7 heures sous les décombres, coincé entre les murs et j'ai été sauvé de joindre un effort. Et ce ne sont pas toutes les personnes, tous les immigrants ou toutes les personnes issues de l'immigration qui sont prêtes à faire des efforts pour s'intégrer dans ce nouveau pays. Donc, dans Rescapé, déjà pour venir au Canada, c'était pas facile. Entrer au Canada, ce n'est pas facile. Donc, c'était tout un parcours. Le but de cet événement, c'est de rassembler ces personnes qui s'impliquent socialement dans la communauté et même à l'international pour, dans la vie, des fois, on hésite. Et on hésite à passer de l'intention à l'action. Des fois, on a peur, il y a la peur et c'est un blocage. Parfois, on reste aussi dans notre zone de confort avec des idées préconçues, des idées auto-limitantes, pensant que moi, je ne peux pas bâtir une entreprise. Je suis un noir, je suis un immigrant, je suis un haïtien, je suis un africain. Comment je vais faire pour avoir une entreprise qui a du succès? Donc, Bonjour et bienvenue à cette émission Plume d'Or sur le plateau de Diaspo TV consacré à la littérature, aux auteurs du Québec, du Canada et également du monde entier. Nous revenons aujourd'hui pour notre rendez-vous bimensuel et nous recevons sur notre plateau Monsieur Jean-Rico Brutal, qui est auteur évidemment, coach en développement personnel certifié de l'Académie John Maxwell et également un grand philanthrope très connu sur la place québécoise. Bonjour Jean-Rico. Bonjour Françoise. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de diverses choses, mais tout particulièrement de, bien sûr, votre ouvrage qui est intitulé « Parcours d'un rescapé, devenir un leader transformationnel ». Alors, c'est un titre très alléchant qui parle à beaucoup de personnes et vous allez certainement nous donner beaucoup de détails aujourd'hui sur cet ouvrage et comment est-ce que vous l'avez écrit. Mais pour commencer, je vous demanderai d'abord de vous présenter évidemment et nous parler un petit peu de vous. Parfait. Merci infiniment. Merci Françoise de m'avoir invité à l'émission Plume d'Or. Alors, je m'appelle Jean-Rico Brutal. Je suis d'origine haïtienne. Donc, ça fait déjà plus de 11 ans que j'habite à Québec, ici. Donc, c'est ça. Et sinon, je suis coach, comme vous l'avez souligné, je suis coach certifié, conférencier, formateur de l'Académie de John C. Maxwell Leadership. Sinon, je suis aussi fondateur de nos BNL, Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs, une organisation de bienfaisance enregistrée au Canada qui a pour mission d'accompagner, de faciliter l'accueil et l'intégration des enfants et des familles issues de l'immigration. Et je suis aussi un entrepreneur. Donc, j'ai un cabinet qui s'appelle IDPro Conseil Expert. Donc, c'est un cabinet qui offre des services de coaching, des services conseils, des formations en leadership transformationnel et en art oratoire. Vous avez décidé d'écrire cet ouvrage, Parcours d'un rescapé, avec votre conjointe Solange Satir. Alors, pourquoi le choix cette collaboration pour un premier livre? Alors, c'est une très belle question. Alors, quand on parle de rescapé, tout d'abord, on peut dire que c'est un livre qui parle, en fait, c'est un ouvrage qui parle de mon parcours, de mon histoire, mais c'est aussi l'histoire, le quotidien de tout un peuple, le peuple haïtien.
Donc, un pays, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Haïti, mais c'est un pays qui est gangréné par la misère, la corruption, l'instabilité politique et il y a beaucoup d'inégalités sociales. Donc, ce livre trace le portrait, en fait, de ce pays. Ce n'est pas juste mon parcours, mon histoire, mais c'est aussi le quotidien d'un peuple. Alors, pourquoi j'ai choisi d'écrire ce livre en collaboration avec Madame Solange Satir? Donc, ce n'est pas anodin. Il y a différentes raisons qui font en sorte que nous avons décidé d'écrire ce livre ensemble. Tout d'abord, on s'est rencontrés en France. J'ai rencontré Solange Satir en France pendant mes études à l'Université de Nantes en France. Et quand on s'est rencontrés, on a un parcours similaire. Donc, on a vécu des moments difficiles en Haïti et notre histoire se ressemble. Et dans Rescapé, on parle aussi des obstacles que nous avons rencontrés avant d'être la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons pensé que nous avons jugé opportun d'écrire ce livre ensemble parce qu'il y a une histoire commune, il y a un vécu commun qu'on a partagé ensemble, donc qui mérite en fait, c'est une histoire qui mérite d'être écrite non pas avec une seule tête, mais avec deux têtes. Et puis, il y a tellement une diversité et une richesse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de coécrire ce livre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire certainement sur le livre, mais alors parlons un petit peu quand même de votre parcours, quelles ont été les étapes, parce que quand même, avant tout, vous êtes un immigré. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce parcours-là, les choses essentielles qui vous ont amené à écrire un livre? Alors, qu'est-ce qui m'a amené alors, bien évidemment, quand on écrit un livre, on communique avec des centaines de milliers de personnes et qui parfois on ne sait même pas si on va avoir la chance ou l'occasion de les rencontrer. Donc le livre, c'est un dialogue entre le lecteur et l'auteur. Donc on communique un message, on communique une histoire, on fait passer un message et on laisse aussi des traces. Alors, mon parcours n'a pas été facile. Vous savez, pour un immigrant, arriver dans un nouveau pays, déjà arriver en France, c'était tout un défi pour moi. Donc, et déménager de la France pour venir au Canada, à Québec, c'était encore un autre parcours. Donc, pour un immigrant, ce n'est pas quelque chose qui est facile. S'intégrer dans un nouveau pays, donc ce n'est pas évident. Ça demande du courage, la résilience, donc de faire face à des obstacles. Et moi, en écrivant ce livre, il y a aussi un message que je veux faire passer auprès de mes amis ou de mes collègues issus de l'immigration. Il y a un message d'espoir pour leur dire que, voilà, vous pouvez prendre votre place dans votre société d'accueil. Et il y a un effort. Hein? L'immigration demande un effort. Et ce ne sont pas toutes les personnes, tous les immigrants ou toutes les personnes issues de l'immigration qui sont prêtes à faire des efforts pour s'intégrer dans ce nouveau pays. Donc, dans Rescapé, je trace mon parcours, les défis que j'ai rencontrés pendant mon processus d'immigration. Déjà, pour venir au Canada, c'était pas facile. Entrer au Canada, ce n'est pas facile. Donc, c'était tout un parcours. À un moment donné, dans le livre, j'en ai parlé, j'ai déménagé pour aller à Calgary, pour aller habiter en Alberta. Et je suis resté juste quelques mois et je suis retourné à Québec. Donc, ça, c'est toute cette histoire, tous les défis, tous les obstacles que j'ai rencontrés voilà, ici au Canada. Donc, je partage mon parcours, ma force, ma résilience et les astuces aussi que j'ai dû développer pour permettre aujourd'hui à ma famille, pour me permettre aussi de m'intégrer ici au Québec. Donc, c'est ça un peu le livre. Ce n'est pas juste un livre qui parle de mon parcours, de mon vécu, mais c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire d'un immigrant qui a quitté son pays donc pour s'intégrer, pour s'installer dans un nouveau pays. Alors, il y a une forte charge émotionnelle hein, dans cet ouvrage-là. Et je me permets de vous demander, est-ce que ça a été difficile de l'écrire entre les souvenirs, entre les moments difficiles de votre vécu que vous avez dû y mentionner? Est-ce que ça a été difficile également sur le plan émotionnel? Ce n'est pas une expérience, ça n'a pas été une expérience facile. Parce que tout d'abord, il y a une partie que je n'ai pas mentionnée. Moi, je suis un rescapé. Alors, quand le livre s'intitule Rescapé, devenir un leader transformationnel, je suis un rescapé du tremblement de terre
qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010. Donc, moi, j'ai été à Port-au-Prince quand ça s'est passé dans une résidence étudiante à Port-au-Prince, quand le séisme de magnitude 7,3 a ravagé, a secoué Haïti. Donc, un séisme qui a fait plus de 300 000 morts. Moi, j'ai été sous les décombres. J'étais dans un bâtiment qui est effondré et je suis resté pris plus de 6 à 7 heures sous les décombres, coincé entre les murs, et j'ai été sauvé de justesse. Alors, dans Rescapé, je parle de cette expérience qui n'a pas été une expérience facile. Donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de souvenirs, des mauvais souvenirs aussi, parce que j'ai perdu 12 amis qui sont morts, en fait, dans cette tragédie. 12 amis. Alors, vous imaginez, à midi, on est dans une cafétéria, on mange ensemble, et quelques heures après, un méchant tremblement de terre allait nous séparer. Donc, moi, j'ai été sauvé, j'ai été pris entre les murs de béton, et ce sont des bienfaiteurs, des amis qui sont venus, après quelques heures, casser les murs de béton pour me sortir des décombres. Donc, il y a beaucoup d'émotions, effectivement, beaucoup de douleurs, beaucoup de souvenirs. Et ce qui est le plus difficile encore, c'est parce qu'il y a encore des mauvais souvenirs. 10, 12, 15 ans après de cette tragédie, il y a encore des souvenirs. Parce qu'il y a des séquelles qui restent encore en Haïti, dans ce pays, en fait, qui a du mal à se relever. Donc, il y a encore des séquelles. Donc, ça n'a pas été une expérience facile d'écrire, en fait, de parler d'Haïti. C'est ça. Oui, effectivement. Et puis, c'est un tremblement de terre dont on a beaucoup parlé également dans la presse à cette époque-là. Donc, ce n'est pas évident. Alors, je me demande, à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà fait la connaissance de votre conjointe, ou alors c'est vraiment bien par la suite que vous l'avez rencontrée? C'est-à-dire ce parcours-là, ce moment de votre parcours, est-ce que vous l'avez vécu également ensemble? Non, on s'est rencontrés en France, moi après le tremblement de terre, puisque mon université, l'université à laquelle je faisais mes études, était effondrée. Donc, il fallait continuer les études dans les conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Et dans un premier temps, j'ai connu d'habiter sous les tentes après le séisme. Donc, on ne pouvait pas entrer dans les logements qui n'ont pas été détruits, quasiment détruits. Donc, c'est après que je suis parti en France. J'ai été bénéficiaire d'une bourse d'études pour aller à Nantes pour faire des études. Donc, elle, ma conjointe actuelle, donc, elle a été en Haïti, elle a vécu aussi cette catastrophe, sauf qu'elle n'a pas été sous les décombres comme moi. Donc, c'est en France qu'on s'est croisés, en fait, à l'université. Donc, c'est en France qu'on s'est croisés et puis on a déménagé ensemble ici au Canada. Alors, votre ouvrage est un savant mélange de souvenirs, de vécu, mais aussi de pédagogie, parce que après avoir quand même raconté ces épisodes qui sont assez douloureux, vous parlez de devenir un leader transformationnel. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement et en quoi consiste cette transformation? Alors, moi, je suis un disciple, un élève de l'Académie de John C. Maxwell, comme je l'ai mentionné. Mais Maxwell, c'est un auteur que j'aime beaucoup. En fait, c'est quelqu'un qui a écrit des milliers de livres, et puis c'est quelqu'un qui a formé beaucoup de leaders dans le monde. Donc, et pourquoi je parle de leader transformationnel? Avant tout, c'est quoi le leadership? Quand on parle du leadership, donc, Maxwell, il a dit que le leadership n'est ni plus ni moins, c'est de l'influence. Et comment on peut influencer? Il y a différentes façons. On peut influencer quelqu'un par notre parole, par nos actions, donc par les initiatives qu'on met en place dans notre communauté. On peut influencer quelqu'un de manière positive. Alors, le leadership, c'est de l'influence. Et le leadership transformationnel, quand on parle de transformationnel, donc, c'est un concept qui englobe plusieurs aspects. Donc, un leader transformationnel, c'est quelqu'un qui va non seulement inspirer les autres, mais il va aider aussi d'autres leaders. Il va former d'autres leaders. Donc, il va impliquer d'autres personnes dans un processus de changement, dans un processus d'amélioration. Et être un leader transformationnel, c'est être capable, en fait, de former d'autres leaders pour prendre la relève, parce que on n'est pas là pour l'éternité.
on est là dans ce monde, on a des responsabilités bien précises, on est là pour un moment bien défini. Mais il faut penser, après notre passage, qu'est-ce qu'on veut laisser? Donc, pour moi, être un leader transformationnel, c'est être capable de former d'autres leaders qui vont prendre la relève. C'est d'être capable de changer notre communauté, de mettre en place des actions. Parce que des fois, on pense que oui, j'ai de l'argent, je suis un millionnaire, je suis multimilliardaire, j'ai beaucoup d'argent, mais je garde mon argent juste pour moi. Tandis qu'à l'autre bout de la planète, il y a des enfants qui souffrent. Même ici dans notre communauté, on peut trouver des personnes qui ont des difficultés. Mais qu'est-ce que je fais dans ma communauté? Qu'est-ce que je fais pour changer la vie des personnes de ma communauté? Donc, être un leader transformationnel pour moi, c'est être capable en fait de former d'autres gens, de bâtir une équipe solide, d'influencer d'autres personnes, non seulement par mes paroles, mais aussi par mes actions. Et c'est ainsi qu'on peut avoir un monde meilleur. C'est comme ça qu'on peut avoir aussi une communauté solidaire où chacun a sa place, où on peut voilà, aider l'autre à s'en sortir. Pour moi, c'est ça le leadership transformationnel. C'est influencer les autres de façon positive par nos paroles, par nos actions et par des initiatives qu'on met en place dans notre communauté. Alors, essentiellement, donc, pouvoir être un leader transformationnel, c'est aussi pouvoir transformer sa propre vie et transformer des vies autour de soi, notamment, ça peut être des enfants, ça peut être des familles, ça peut être des mamans. Alors, j'aimerais savoir, dans le cadre des personnes que vous avez souvent coachées, quelle est la moyenne entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous avez beaucoup plus de personnes féminines que vous encadrez ou alors beaucoup plus d'hommes? Alors, il y a je peux dire, la plupart du temps, je travaille avec une clientèle plus féminine. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne. Oui. Il y a des femmes qui sont en train aussi, vous savez qu'il y a il y a une certaine sensibilité qu'on retrouve davantage chez les femmes et que les hommes. Alors, je ne dis pas que les hommes ne sont pas sensibles, mais il y a une certaine sensibilité, une certaine maternité qu'on trouve chez les femmes. Et généralement, dans les causes qui contribuent à changer le monde, on voit beaucoup de femmes. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des femmes issues de l'immigration, des femmes à l'international également. Il y en a qui veulent aussi monter un OBNL ou monter une entreprise pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, il y a plus de femmes que j'offre mes services conseils, mais il y a aussi des petites filles aussi, parce qu'avec mon organisation, je ne sais pas si on va en parler, mais on aide beaucoup d'enfants, beaucoup de petites filles orphelines. Parce qu'à Haïti, avec les tragédies, les catastrophes, on a beaucoup d'enfants orphelins et la plupart du temps, on retrouve beaucoup de petites filles qui sont laissées pour compte, qui sont vulnérables. Donc, tout ça, pour moi aussi, ça fait partie du leadership transformationnel parce que je suis en train, en posant des actions concrètes, je suis en train de bâtir l'avenir parce qu'un enfant, c'est l'avenir de demain. Donc, pour répondre directement à la question, donc c'est ça, il y a plus de femmes qui sont bénéficiaires de mes services conseils, mais il y a aussi des hommes, en fait, voilà, que j'accompagne. Excellent. Alors, si vous aviez à segmenter votre livre en 3 ou 4 grandes parties, quelles sont celles que vous mettriez en avant? Alors, celles que je choisirais de mettre en avant, c'est vrai, toutes les parties sont intéressantes, sont importantes, mais pour moi, en fait, il y a un chapitre qui parle de comment bâtir une équipe solide aussi. Donc, comment bâtir une équipe. Et ça, je trouve, c'est intéressant parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises qui, voilà, qui fonctionnent, mais il y a une absence l'absence de leadership. Donc, on peut être un bon gestionnaire, on peut être un bon dirigeant sans être un leader. Parce que si dans mon entreprise, je ne prends pas le temps d'écouter les besoins des autres, de toucher le cœur des gens, je me base juste sur les résultats, alors je peux être un gestionnaire, mais pas un leader. Donc, pour moi, c'est important en fait de comment bâtir une équipe, comment développer son leadership. Ça, c'est une partie qui est extrêmement intéressante dans mon livre. Et il y a aussi une partie que je mettrai en deuxième position, cultiver un esprit humble pour mieux atteindre le succès.
pour moi, l'humilité, c'est vraiment important parce que c'est une qualité vraiment importante. Parce que quand on a l'humilité, quand on est humble, on est capable de développer des qualités comme l'empathie. Et l'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de se mettre à la place de l'autre. Un immigrant, quelqu'un qui arrive, une jeune famille. Et moi, j'accompagne dans le quotidien des familles qui arrivent ici à Québec, qui font face à des défis, à des difficultés. Je leur tends la main, je les aide. Parce que moi aussi, je suis passé par ce parcours. En arrivant ici, je me rappelle mon premier hiver, c'était très difficile. J'avais pas de voiture, et mes mains étaient congelées. J'étais allé faire l'épicerie, j'avais pas. C'était des moments très difficiles. Donc, je devais étudier en même temps. La même année, j'ai un enfant. La même année, travailler à temps plein. Donc, moi, je connais un peu le parcours, qu'est-ce que c'est que la vie d'un immigrant qui s'installe dans un nouveau pays. Et pour moi, c'est extrêmement important, cette partie que j'ai mentionnée, cultiver l'humilité, parce que quand on est humble, on va développer des qualités comme l'écoute active, l'empathie, et on va être capable de comprendre l'autre. On ne va pas se mettre dans une position de pouvoir. Ah ben, c'est moi, je vois juste mon ego. Mais quand on est humble, on est capable de comprendre l'autre, d'aider l'autre, et puis de ne pas rester indifférent face à sa situation. Donc, au lieu de me voir comme un chef, un boss, mais je me vois comme un serviteur. Et ça m'a beaucoup aidé à cultiver, en fait, voilà, la sagesse. Pour moi, je mettrai cette partie en deuxième position dans mon livre. Et puis la troisième partie, pour terminer, c'est au niveau de l'humanitaire. Comment tu peux mettre en place des actions pour changer la vie des enfants, la vie des autres. Et aujourd'hui, pour moi, c'est extrêmement important d'aider des enfants à l'autre bout de la planète, comme en Haïti, on a des enfants qu'on aide, des enfants orphelins et démunis. Au Cameroun, à Douala, on a un orphelinat qu'on soutient pour l'éducation des enfants orphelins. Donc, je pourrais segmenter mon livre en 3 parties vraiment, comme je l'ai mentionné. Alors, l'humilité, certainement, c'est une grande qualité. Est-ce que vous pensez que c'est naturel ou alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler au fur et à mesure qu'on est en train de s'atteler à devenir un leader? Je pense que, dépendamment du milieu dont on a vécu, on peut être arrogant parce que l'arrogance, c'est le contraire, on peut dire, de l'humilité. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas humble, il peut être très arrogant, très autoritaire. Mais des fois, notre éducation fait en sorte que on manque cette qualité, on manque l'humilité parce que on a vécu dans des endroits, dans un milieu où on avait accès à tout. Une belle voiture, une belle maison. Mais moi, c'est différent dans mon cas. Je bâtis mon avenir. J'ai travaillé pour être ce que je suis aujourd'hui. Et en comprenant que moi, j'ai un parcours, un vécu difficile en tant que jeune qui a grandi en Haïti, à Port-au-Prince, dans des situations très délicates, très, très difficiles. Et j'ai pu m'en sortir grâce à l'éducation. Mais aujourd'hui, je cultive cette qualité parce que je sais que c'est quoi la misère. Je sais c'est quoi être dans une situation où on se lève le matin, on ne peut pas manger, on ne peut pas avoir 3 repas, 2 repas par jour. Mais c'est différent de quelqu'un qui a vécu avec une cuillère en or dans la bouche. Ben, je n'ai pas le choix de cultiver cette qualité qui est l'humilité parce que je suis passé par là. Je connais qu'est-ce que c'est que la misère, la situation, les difficultés qu'un enfant peut rencontrer. Donc, ça m'a permis. Tandis que, comme je dis, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Mais dépendamment du milieu aussi qu'on a vécu, nos parents aussi peuvent nous inculquer cette valeur. Donc, ça dépend toujours. Mais généralement, c'est quelque chose qui peut être inné, mais c'est quelque chose aussi qui s'apprend également dans la vie. Tout à fait. Alors, parlons un petit peu du livre dans sa fabrication, parce que quelquefois, on se concentre sur l'écriture du livre, mais il y a tout un arrière-plan et comment est-ce qu'il part du manuscrit à la publication. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Parce que sur la place,
on a des éditeurs classiques, on a aussi beaucoup plus maintenant des maisons d'auto-édition qui vous permettent de faire votre livre vous-même et vous aident à le commercialiser. Alors, quel a été votre choix? Comment vous avez retrouvé cette maison d'édition qui a édité votre livre? Donnez-nous un peu des détails. D'accord. Moi, c'est un livre qui est auto-édité. J'aurais pu choisir, il y a des maisons d'édition qui m'avaient abordé, qui voulaient prendre mon livre là pour l'éditer. Mais moi, je choisis de l'auto-éditer. Pourquoi? J'ai plus de pouvoir, en fait. J'ai plus de contrôle, en fait, sur mettons, le nombre de copies que j'imprime, le coût. Par exemple, ça arrive souvent que je participe à des salons, je rencontre des personnes qui veulent le livre, mais qui n'ont pas d'argent. Je leur offre une copie. Mais j'ai ce pouvoir, en fait, parce que c'est moi qui ai imprimé. Mais il y en a qui ont choisi aussi de faire affaire à des maisons d'édition. Donc, moi, c'est un livre auto-édité. Donc, c'était pas, c'est tout un processus. Donc, moi, j'ai terminé au complet l'écriture du livre, les manuscrits, et après, je devais trouver quelqu'un pour réviser, une réviseuse linguistique qui fait la révision, et après, il faut la mise en page, c'est encore un autre processus. Et après, il y a l'impression. Et après, il y a tout le processus légal également, parce que mon livre est enregistré aux Archives nationales du Québec et aux Archives nationales du Canada. Donc, il y a tout un processus avec un numéro d'ISBN. Donc, c'est tout un processus. C'est très coûteux, en fait, quand on est auto-éditeur, parce que tous les frais sont défrayés par l'auteur ou par la personne. Tandis que quand c'est une maison d'édition qui prend en charge le livre, donc ça coûte moins cher parce que les coûts, c'est la maison d'édition qui défraie les coûts. Donc, c'était un peu ça le processus. Et ce n'était pas facile aussi parce que, dépendamment de qui travaille pour nous, des fois, il y a des incompréhensions, des malentendus. Donc, c'était pas un processus facile en tant que tel. Mais c'est un livre qui a du succès, en fait, que je peux dire. Alors, un livre à succès, parcours d'un rescapé, devenir un leader transformationnel. Nous allons nous arrêter pour une petite pause publicitaire et nous revenons dans un instant. Parfait. Alors, bon retour sur notre plateau de Diaspo TV. Bienvenue sur le plateau de cette émission Plume d'Or. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Rico Brutal, qui est auteur d'un livre exceptionnel, Parcours d'un rescapé, devenir un leader transformationnel. Nous avons discuté en première partie d'un certain nombre d'éléments importants du livre. Et Jean-Rico, vous allez certainement nous en dire un peu plus dans quelques instants. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV vous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant en sculptant l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix. Alors, Jean-Rico, vous nous avez parlé du livre et de comment il a été édité. Vous avez auto-édité votre ouvrage. Est-ce que le livre a eu assez de succès afin que vous puissiez rentrer dans vos frais, ou alors ce n'était peut-être pas ça le but non plus, de se faire de l'argent, mais est-ce que le livre a vraiment rencontré du succès et comment est-ce que vous êtes pris pour pouvoir le distribuer au plus grand nombre? D'accord, oui. Je peux dire que c'est un livre qui a eu du succès. Pour le moment, jusqu'à nos jours, près de 400 copies ont été vendues. Et le livre aussi est disponible dans plusieurs bibliothèques de la ville de Québec
Donc, j'ai vendu quelques copies aux bibliothèques de la ville de Québec. Donc, c'est disponible, même aussi dans d'autres régions comme en Gaspésie également, dans certaines librairies en Gaspésie. Et donc, le livre est disponible. Étant donné que moi, je suis conférencier, je donne des conférences un peu partout au Canada et même à l'international. Donc, c'était plus facile pour moi aussi de faire la promotion de mon livre. Mais c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et puis, j'ai eu de très bons commentaires aussi. C'est un livre qui est lu. J'ai été au Mexique l'année passée. Donc, il y a des copies en Haïti. Et puis, normalement, je dois voyager en 2026 là, pour une tournée en Haïti où je vais permettre à beaucoup de jeunes, en fait, de lire ce livre pour être inspirés. Donc, pour moi, ça a eu beaucoup de succès. Puis j'ai eu de très bons commentaires des personnes qui ont lu le livre, qui ont été touchées par mon parcours. Donc, oui, c'est un livre à succès. Alors, à peu près combien d'exemplaires vous avez vendus? 400, déjà 400 vendus. Absolument. Et ça fait 1 an depuis que le livre a été... C'est quand même bon, là. C'est très bon pour... Oui, effectivement. Alors, certainement, vous en vendrez encore dans les jours à venir. Alors, Jean Rigaud, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et l'on vous entend souvent beaucoup parler de développement personnel. J'ai suivi un de vos directs, je pense, qui a été fait sur votre page hier, votre page d'auteur. Donc, vous en parlez beaucoup. Quel est l'impact, en fait, que cet outil digital a sur votre travail? On ne peut pas s'en passer, en fait, de ces outils technologiques aujourd'hui. Tout ce qui est le Facebook, LinkedIn. Je suis très présent sur Facebook, très présent sur LinkedIn, Instagram, même TikTok aussi, parce que j'ai trouvé quelques clients aussi grâce à ces plateformes. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est important, en fait, pour aller chercher notre clientèle. C'est important, les outils technologiques, et aussi avoir un outil CRM aussi qui vous permet de gérer vos clients. Donc, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Là, en tant qu'entrepreneur, il faut être à l'ère de cette technologie-là parce que, oui, moi, je fais beaucoup du réseautage, en fait, comment je pourrais dire ça? Je fais beaucoup de réseautage, de rencontrer directement les clients, que ce soit par les événements, mais la technologie, c'est une autre façon de toucher, en fait, d'autres clientèles, surtout à l'international. Donc, pour moi, c'est important, en fait, aujourd'hui, de travailler avec ces outils technologiques, ces nouvelles technologies, puis d'être à l'aise aussi de les utiliser. Oui, effectivement, on ne peut plus se passer du digital. Hein. Alors, revenons un petit peu sur Haïti, cette terre avec laquelle vous n'avez pas perdu le contact, vous êtes toujours très lié à votre pays. Est-ce que vous y allez régulièrement? J'ai été en 2023 et donc mon dernier voyage, c'était un voyage humanitaire en 2023 j'ai donné une conférence sur l'éducation internationale des enfants, les droits des enfants. Normalement, je devrais retourner au moins une fois par an, mais en raison de l'insécurité de la situation, donc c'est un obstacle pour moi, mais je continue à m'impliquer aujourd'hui. Je forme des jeunes, en fait, en Haïti, des jeunes qui travaillent dans l'éducation, des enseignants à distance grâce à Zoom. Je donne des formations avec dans mon cabinet, j'ai d'autres personnes aussi, d'autres collaborateurs aussi. Mais on continue à s'impliquer, même à distance, mais avec l'espoir un jour que ce pays va se rétablir, que le pays va fonctionner normalement, que je vais pouvoir aller aider, enseigner, partager aussi mes connaissances et puis pour aider d'autres jeunes à s'en sortir. Donc, c'est un pays qui reste dans mon cœur, même étant loin. Donc, je suis très attaché à Haïti et que pour moi, c'est important parce que, comme je crois, il y a un auteur qui a dit, celui qui oublie son passé est condamné à le revivre. Donc, c'est important d'établir cette connexion avec les personnes sur le terrain et puis de continuer à former parce que moi, je crois beaucoup en l'éducation comme un outil puissant, en fait, pour aider, pour transformer et puis pour sortir les gens, les personnes de la pauvreté. Donc, je reste encore attaché, puis sûrement en 2026, je prévois aller en 2026 en Haïti Et puis, on parle de pauvreté, mais n'oublions pas de dire que quand même, Haïti, c'est une belle terre
Et non seulement c'est une belle terre, mais sur le plan historique de l'histoire des Noirs et des batailles des Noirs pour s'affirmer et s'auto-organiser, Haïti est quand même un de ces pays-là qui a aidé en fait dans ce combat en fait pour imposer la culture noire, donc c'est important de le dire. Alors, nous nous dirigeons vers quand même la fin de notre émission. Il y a certainement encore beaucoup de choses à dire et peut-être que nous aurons d'autres occasions, mais il est important de noter que vous êtes promoteur d'événements littéraires, dont le Salon du livre des auteurs d'ici et d'ailleurs. Vous avez également un autre événement qui arrive la semaine prochaine, le 7 et le 8 novembre prochain à Québec. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, merci. Alors, le 7 et le 8 novembre, bien évidemment, c'est le sommet international francophone sur le leadership humanitaire et transformationnel. Donc, c'est un événement qui se tiendra à l'Hôtel Universel de Québec le 7 novembre avec des conférences, des panels et on a des coachs certifiés, des mentors de l'Académie de John C. Maxwell Leadership de la branche européennes qui vont faire le déplacement. Donc, ce mercredi, on accueille à Québec des conférenciers, des conférencières qui viendront d'autres pays pour cet événement. Et donc, il y aura aussi des personnalités très impliquées à Québec aussi, comme on aura Pierre Côté, qui est le fondateur d'Indice d'Humanité. On a Caroline Roy aussi, qui est au niveau de la Chambre des commerces et de commerce Québec. Et on a d'autres panélistes. On a Martin Michaud, qui est le PDG du journal Action PME. Ce sont des personnes qui vont être là. On a les représentants de la diversité. Je suis certain que Diaspora Interaction va être là pour couvrir cet événement. C'est le média de la diversité. Mais on a d'autres personnalités qui vont être là. Donc, et puis ça, c'est pour le 7. Le 8, c'est le Salon du livre, la deuxième édition du Salon du livre, les auteurs d'ici et d'ailleurs. Et c'est un événement qui rassemble des auteurs, en fait, qui écrivent sur des sujets, le leadership, la communication, le développement personnel. Mais le but de cet événement, c'est de rassembler et de valoriser des leaders, des personnes qui contribuent à changer le monde, à changer leur communauté. C'est des acteurs humanitaires, des acteurs communautaires qui s'impliquent dans la communauté. Donc, nous, notre but, c'est de mettre en lumière ces personnes qui s'impliquent. Il y en a qu'on voit des fois, il y en a qui sont dans l'ombre, mais nous, notre but, c'est de les mettre en lumière, de rassembler toutes ces personnes autour d'un plateau et pour réfléchir aussi sur notre rôle aussi en tant que leader, en fait, dans une société où, en profonde mutation, dans une société où il y a des crises. Et aujourd'hui, le leadership est plus que jamais important, en fait, pour vraiment impacter notre communauté. Donc, le but de cet événement, c'est de rassembler ces personnes qui s'impliquent socialement dans la communauté et même à l'international pour, voilà, les valoriser, les mettre en lumière, mais aussi réfléchir sur des actions qu'on peut mettre en place pour bâtir un monde meilleur. Donc, c'est le but de cet événement, de cette fin de semaine qui arrive à Québec. Alors, certainement très riche en perspective et il y aura du beau monde. On vous souhaite d'avance que ce soit un événement réussi. Alors, nous acheminons vers la fin de notre émission. Pour terminer, quel conseil transformationnel pourriez-vous donner à nos téléspectateurs? Alors, quel conseil transformationnel? Dans la vie, des fois, on hésite. Et on hésite à passer de l'intention à l'action. Des fois, on a peur, il y a la peur, et c'est un blocage. Parfois, on reste aussi dans notre zone de confort avec des idées préconçues, des idées auto-limitantes, pensant que moi, je ne peux pas bâtir une entreprise. Je suis un Noir, je suis un immigrant, je suis un Haïtien, je suis un Africain. Comment je vais faire pour avoir une entreprise qui a du succès? Donc, il faut que les gens sortent de leur zone de confort. Vous êtes dans un pays, vous êtes dans une province qui offre des opportunités. Donc, il faut oser passer à l'action. Et des fois, on a besoin d'une rencontre, d'un coup de pouce, d'un coup de main
vraiment pour passer à un autre niveau ou pour passer de l'intention à l'action. Alors, mes conseils, c'est de dire aux gens, aujourd'hui, vous avez un pouvoir, le pouvoir de changer et de transformer votre vie. Le pouvoir de changer votre vie se trouve entre vos mains et c'est maintenant qu'il faut décider. Il faut décider maintenant parce que si on attend trop, on est dans la procrastination, on ne va jamais passer à l'action. Donc, le changement est possible, le succès est possible, la réussite est possible, mais il y a un effort, un prix à payer. Mais le message, c'est de dire aux gens, tout simplement, vous êtes capable de passer à l'action. Il faut passer de l'intention à l'action. Alors, passer de l'intention à l'action et évidemment, pour devenir un leader transformationnel, il faudrait sortir de sa zone de confort. Merci Jean-Rico Brutal et nous allons terminer cette émission en vous remerciant d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était tout à fait un plaisir et nous, évidemment, recommandons votre ouvrage Parcours d'un rescapé, devenir un leader transformationnel qui est auto-édité et qui sera certainement disponible à ce bel événement qui se tient la semaine prochaine du 7 au 8 novembre à Québec. Merci Jean-Rico d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous rejoignons et certainement dans 1 ou 2 semaines à nouveau pour un nouvel auteur. Et nous espérons vous revoir sur un de nos plateaux bientôt. Afrique Remit. Effectuer des transactions d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais et sont gratuits dans les GAPS UBA. Nos services sont dépôt Mobile Money, Wave, Move, paiement des factures Enio et Camwater, réabonnement Canal+, dépôt bancaire, recharge et vente des cartes Visa prépayées UBA et bien d'autres encore. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent et lauréat meilleur service financier 2023. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 500 9523 +1 888 500 9528. Téléchargez l'application sur Play Store et App Store ou visitez notre site internet au www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuite, rapide et fiable. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV vous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant, nous sculptons l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.